Quand j'étais petit, je n'entendais qu'une seule histoire autour de moi. Un homme rencontre une femme, ils tombent amoureux, ils se marient, ils font des enfants, ils vivent heureux pendant le reste de leur vie. Je ne savais pas que la vraie vie était pleine d'histoires différentes dans lesquelles l'amour se manifeste dans des formes magiques et imprévisibles. Bienvenue dans la série audio Ma vie de licorne. Ma vie de licorne. Je m'appelle Lorenzo Ricciarelli et dans chaque épisode, je vous présenterai une licorne différente. Chaque licorne m'a raconté sa vie et comment elle a réussi magiquement à créer son parcours en dehors du prévisible. Cet épisode s'intitule Ma vie de bourgeois. Ma vie de bourgeois. Et c'est l'histoire de Marc racontée par lui-même. Alors, je m'appelle Marc, j'ai 55 ans, je suis né en 1964, à côté de Paris. Je suis issu d'une famille bourgeoise des deux côtés, c'est-à-dire que mon père est issu de la bourgeoisie parisienne, plutôt de droite catholique, mais en même temps relativement humaniste. Ma mère est issue de la bourgeoisie, mais plutôt de la bourgeoisie de gauche intellectuelle, qui la rend pas plus tolérante pour autant d'ailleurs. Voilà, et mes parents sont connus à Paris, mais en fait, tous les deux, ils sont un petit peu les seuls de leur famille à avoir quitté Paris. Et j'ai passé toute mon enfance dans le sud de la France, un petit peu en Afrique et dans le sud de la France. J'ai vécu presque toute mon enfance entre Marseille et Aix-en-Provence, puis après, à l'adolescence, j'étais à Nice. J'avais cette famille, on était 4 enfants très rapprochés en âge, donc on avait beaucoup de complicité. On vivait dans une belle maison, on avait un grand jardin dans lequel on s'était arrangé des tas de trucs pour jouer. On avait fabriqué des terrains de foot, on avait une piste pour faire du patin à roulettes, on avait des animaux, il y avait plein de trucs, des balançoires, enfin plein de trucs. Mais en même temps, pour plusieurs choses, j'étais un peu différent. Alors en particulier, une des choses pour lesquelles j'étais différent, c'est que j'étais exceptionnellement bon à l'école et qu'en fait, je m'en suis fait une sorte de personnalité. C'est-à-dire que j'étais celui qui était le bon élève, le très bon élève, qui était très brillant, et comme je faisais des maths, j'étais en plus brillant dans un domaine qui se raconte pas, dans un domaine qui est pas très accessible. Et donc ça, c'était une de mes façons d'être à part. Hein. J'étais un garçon un peu rêveur, toujours très cérébral. Alors, quand j'étais petit, j'avais des idées très précises sur ce que devait être mon futur. Et à tel point précises qu'en fait, je les écrivais, ces idées. J'en faisais j'avais des sortes de plans qui étaient prévus. Alors donc, les trucs qui dans mes plans, je pense que j'étais assez ambitieux quand on revoit ça avec mais le truc majeur dans mes plans, c'est que je voulais avoir une famille. Je voulais avoir plein d'enfants. Plein d'enfants. Je me voyais vivant avec une femme, dans une grande maison, et je me voyais un peu comme une sorte de patriarche élevant des tas et des tas d'enfants. C'était vraiment un truc hyper important pour moi. Et puis, mon père, il était assez absent, et ma mère, elle nous a donné toute la liberté dont on avait besoin, et c'était vraiment super. Et en plus, c'est arrivé, donc je suis arrivé à 10 ans dans les années 70, donc au moment de tous ces mouvements de libération. Et ma mère, elle aimait beaucoup ça. Donc on a eu les libertés de partir en vacances tout seul quand j'avais 12 ans. J'avais une super bande de copains et on partait en vacances ensemble et on a fait des trucs incroyables, quoi. Mais quand on était tout jeune, j'ai l'impression d'avoir vécu plein d'expériences que d'autres gens n'ont pas eu la chance de vivre. Comme on était à la campagne, on vivait à côté d'une forêt, donc c'était notre terrain de jeu, cette forêt, quoi. C'était merveilleux, il y avait des fermes, on était copains avec le fermier d'à côté, donc j'ai vécu un peu comme un enfant de la campagne aussi, donc il y avait plein de trucs super. Alors, je pense que mes premiers souvenirs qui soient liés au sexe, ça remonte à quand j'avais environ 12 ans. Ouais, je sentais mon corps qui bougeait, je sentais vraiment des trucs très forts. À ce moment-là,
qui se passait au niveau de mon sexe, mais même c'était plus général en fait, c'était dans tout le corps. Mais je me souviens de cette période comme d'une période absolument délicieuse. C'était merveilleux parce que tout ça, c'était que du plaisir dans le corps. Un des trucs marquants de cette époque-là aussi, pour moi, c'est que je faisais partie d'un mouvement de jeunes qui s'appelait les Éclaireurs. C'était un mouvement de scoutisme qui s'appelait les Éclaireurs de France, qui était un mouvement vraiment hyper libéral. Et en fait, on partait ensemble en groupe de 7-8 filles, garçons, donc de 13-14 ans. Et on partait camper dans la nature, tout seul. Et c'était super parce qu'on était tous à peu près aux mêmes époques de découverte. Alors, il n'y avait pas beaucoup de sexe, de vrai sexe. Mais par contre, il y avait des jeux de découverte. Par exemple, j'ai souvenir qu'on avait passé une après-midi complète à 2 filles et 2 garçons dans une chambre à s'embrasser, à se toucher, à se caresser. Là, j'ai commencé à voir qu'il y a des garçons qui étaient matures et qui commençaient vraiment à s'intéresser aux filles et à s'intéresser sexuellement aux filles. Et moi, je m'intéressais aux filles, pas sexuellement, c'est-à-dire que j'aimais bien les filles, j'aimais bien qu'on joue à s'embrasser, etc. Mais je n'étais pas intéressé sexuellement. Et j'ai le souvenir de mon super copain, Charles, il s'appelait, et avec qui, une année, on était copains comme cochons, on se racontait absolument tout, on avait une complicité, une super complicité, même sur les questions de sexe, etc. Et puis l'année d'après, il était passé dans une dimension complètement différente, c'est-à-dire que on était toujours copains, mais lui, il était passé du côté des grands, de ceux qui sortent avec des filles, et pas moi. Et moi, ça s'était pas passé, quoi. Et j'en ai éprouvé une sorte de frustration, je dirais pas de la jalousie, mais... Et je sortais avec sa sœur à ce moment-là, mais toujours... Et elle avait envie de faire l'amour avec moi. Voilà, on dormait nus ensemble, on se caressait, des parties... Moi, je pense que, c'était presque faire l'amour, quoi. Mais j'ai jamais été capable d'aller plus loin. Et à cette époque-là, en fait, je pense que j'étais pas encore, je sais pas comment on dit, mature sexuellement. Jusqu'à 14 ans, il y a eu une vraie rupture. Ouais. Alors, c'était un moment où mes parents déménageaient, donc moi aussi forcément. Et pendant une semaine, il y a eu un laps de temps où on n'avait plus l'ancienne maison et on n'avait pas encore la nouvelle. Et du coup, mes parents ils m'avaient laissé chez une amie à moi qui habitait près de chez nous. Et j'ai fait la connaissance des gens qui allaient habiter dans la maison qu'on quittait. Et là, il y avait un garçon qui était pour la même raison. Ses parents voulaient plus ou moins se débarrasser de lui pour pouvoir faire des travaux dans la maison. Et donc, on a passé une semaine à passer beaucoup de temps ensemble tous les trois. En fait, moi je me rendais pas compte, mais j'étais en train de tomber amoureux de ce garçon, je me rendais pas compte. Et lui aussi. Et un soir, on était en train de faire... on dormait dans le même lit, tous les trois. Et on était en train de faire une sorte de jeu de la vérité. Et je me souviens très bien de ce qui s'est passé... la question est venue, il me pose la question, est-ce que tu es amoureux de quelqu'un ? Et moi, connement, mais alors vraiment connement, j'ai dit oui, ben j'ai une copine. Et c'est vrai, j'avais une copine en fait. J'avais une copine officielle. Et c'était une fille avec qui je sortais, une fille de mon lycée. On se voyait un peu formellement, on allait au cinéma ensemble, on se faisait des bisous, etc. Et moi, connement, je pensais que j'étais amoureux d'elle, quoi. Et puis, puis après, je lui retourne la question. Et il me dit, oui, moi, je suis amoureux. Et puis, on passe en revue. Et puis, il me dit, je suis amoureux de quelqu'un que tu as rencontré cette semaine. Et puis, on passe en revue toutes les filles qu'on avait rencontrées ensemble parce qu'on avait fait plein de trucs. Puis, il n'y avait aucune qui collait. Et puis, il me dit, mais c'est pas une fille. Et alors là, il y a tout dans ma vie qui a changé en une seconde, quoi. C'est comme si, je sais pas, t'imagines un château de verre, tout qui tombe. J'ai compris que le garçon c'était moi, j'ai compris que
qu'il était amoureux de moi, donc j'ai compris que moi j'étais aussi amoureux de lui, j'ai compris que j'étais homosexuel, je me souviens, c'est tout le château de cartes s'est effondré d'un seul coup. Bon, je pense que ça a été le moment le plus important de ma vie sexuelle, en tout cas c'est sûr. Et voilà, et en fait on a été hyper amoureux tous les deux, et alors là on a vécu une semaine mais absolument fabuleuse, quoi. Je pense que c'est une des plus belles semaines de ma vie, des nuits blanches, à refaire le monde, enfin c'était génial, quoi. J'ai des super souvenirs de cette époque-là. Mais par contre, dès que ça s'est terminé, enfin ça s'est pas terminé parce que moi je quittais la ville, donc j'allais vivre à 200 km de là. Donc bien sûr on est resté en contact, mais on s'est revus beaucoup même pendant plusieurs années. Ça a duré pas mal. Mais après moi j'ai eu une sorte en n'étant plus avec lui, en étant sorti de cette espèce de semaine magique, si je puis dire, je suis retourné à la réalité de mes relations avec ma famille, etc. Et du fait que l'homosexualité c'était un truc complètement inenvisageable, quoi. Et donc, en fait, ça a eu un effet assez terrifiant. C'est-à-dire que ça a été complètement... Quand je disais que j'ai eu une enfance très très heureuse, ça s'est aussi complètement brutalement arrêté à cet endroit-là. Tout a disparu, quoi. J'ai changé de monde. Voilà, c'est devenu... C'était la fin de l'enfance, quoi. Complètement. Et en même temps, j'étais follement amoureux. Et lui aussi. Sauf que lui, il était un peu plus âgé que moi. Et puis, il était plus courageux. C'est-à-dire qu'en fait, il aurait été partant pour vivre cette relation amoureuse. Mais moi, j'étais pas partant. C'était pas possible. C'était un truc beaucoup trop brutal. Mais ça détruisait toutes les choses auxquelles je croyais, quoi. Et puis, c'était un truc qui n'était pas du tout envisageable de raconter à mes parents, quoi. C'était pas du tout possible. Et alors en fait, donc je suis parti. On a commencé à s'écrire des lettres. On s'écrivait 2 fois par jour. Et moi, je me cachais dans les toilettes pour lire les lettres, quoi. C'était vraiment. Et voilà. Et puis on a gardé cette relation épistolaire pendant longtemps. Puis on s'est revus. Mais moi, j'ai jamais pu vivre cette relation, en fait. Même quand on s'est revus, j'étais hyper amoureux, mais j'étais pas du tout, je le laissais pas s'approcher de moi, j'avais trop peur, c'était trop violent et c'était trop destructeur, ça. En même temps que cette histoire, puisque on s'est vu comme ça pendant 3 ans, j'essayais de comprendre ce qui m'était arrivé. Et la chose majeure qu'il y avait dans ce qui m'était arrivé, c'est que c'était pas possible, quoi. C'était pas possible. Il fallait que ça change. Et donc, c'était pas possible. Je voulais pas, quoi. Je voulais pas être homo. Je voulais pas. Là, tu parlais de comment tu as vu ton avenir à partir de ce moment-là. Mais mon avenir, je le voyais toujours pareil, c'est-à-dire que je voulais toujours avoir une femme, des enfants. C'était ce que je voulais, quoi. Je tombais amoureux que de garçons, évidemment, après, mais j'ai essayé quand même de continuer à sortir avec des filles. Bon, alors, en fait, donc, quand je l'ai rencontré pour la première fois, j'étais en 3e. Je finissais ma 3e et j'allais rentrer en seconde. Et... donc pendant la première année où j'étais en seconde, on se voyait peut-être une fois tous les 2-3 mois, on s'écrivait beaucoup, etc. On s'était retrouvés aussi avec la copine en commun, on s'était retrouvés à passer des vacances ensemble une fois ou deux. Mais en fait, moi, c'était lui qui me sollicitait beaucoup, et moi, je le fuyais un peu, même si j'étais très amoureux, je le fuyais parce que c'était trop douloureux. Enfin, j'étais vraiment très très amoureux. Et puis petit à petit, sur l'année qui a suivi, on a continué à se voir, mais de moins en moins. Il s'est lassé, il en a eu marre parce que lui, au contraire, il était prêt à vivre quelque chose vraiment,
Et il n'avait pas envie de perdre son temps avec un garçon comme moi qui le repoussait. Je me suis mis au boulot, je me suis mis à bosser, parce que c'était tellement déstabilisant. Et puis, moi, je me suis vraiment... j'ai fait 2 ans d'études, je me suis mis à pas mal bosser à Nice pendant 2 ans, puis après, je suis parti. J'ai quitté Nice, hein, je suis parti à Paris, et là, je suis parti dans un autre truc, où j'étais toujours... c'était toujours pareil, c'est-à-dire que je pouvais tomber amoureux de garçons, mais il n'était pas question que quoi que ce soit se passe. Et je pense qu'en fait, ce que je faisais, inconsciemment, c'est que je me rendais non désirable. Hein. J'ai des souvenirs j'ai des photos de cette époque-là où je suis pas beau du tout. J'ai bouffi, mal habillé, avec une grosse barbe qui me cache tout le visage. Et puis j'étais pas du tout dans une démarche de séduction, ni de m'occuper de mon corps, rien du tout à cette époque-là, vraiment pas. Et voilà, ça a duré assez longtemps comme ça, hein. Ça a duré vraiment plusieurs années. En fait, j'ai un petit peu renforcé cette image de la bête curieuse, du mec qui est complètement perché, et qui est très fort dans les études, puisque j'ai fait des études assez brillantes, et c'était un peu ma marque de fabrique, c'est-à-dire que je pouvais toujours me retrancher derrière ça pour justifier qu'il n'y ait rien d'autre dans ma vie, en gros. En fait, je pense que j'ai pas eu d'aventure avec des garçons pendant les 10 années qui ont suivi, ou quasiment pas. Et après, en fait, je pense que j'ai aussi décidé que ça suffisait, qu'il était temps que j'accepte qui j'étais. Mais je devais avoir, je pense, j'avais vers 23-24 ans à ce moment-là. Donc c'est vraiment beaucoup plus tard. Et puis, il se trouve que je suis retourné à Nice, que ma vie professionnelle a commencé à Nice. Et là, je me suis dit, ça suffit, il faut que tu arrives à vivre ta sexualité. Et là, je suis rentré en contact avec lui, à nouveau. En fait, on n'avait jamais vraiment rompu le contact. Et lui, il avait beaucoup changé, il avait beaucoup avancé. Alors, je pense que la première fois qu'on s'est revus, c'était chez lui. Lui, il habitait à Aix-en-Provence. Il m'a dit que je l'avais fait beaucoup souffrir quand je le repoussais. Moi, je lui ai dit que j'avais pas les moyens de faire autrement, que j'arrivais pas. C'était vraiment amical. Mais par contre, le sentiment que j'avais pour lui, c'était un sentiment qui était hyper profond. Enfin, j'avais pas envie de faire l'amour avec lui, mais je le trouvais hyper beau. Disons que c'était une sorte de référence sexuelle pour moi. Mon initiateur, voilà, sur la vie gay. Donc, je voyais, il me racontait ses relations, il me racontait comment il faisait pour draguer des garçons. Et on est devenus amis. On a voyagé ensemble, on a partagé beaucoup de trucs. On parlait beaucoup. Pendant plusieurs années, ça a été mon meilleur ami. Et puis voilà, j'ai commencé à essayer d'avoir ma vie sexuelle propre, mais ça a été vachement dur. J'ai eu beaucoup de mal. Ça a pris très longtemps avant que j'arrive à construire une vraie relation sérieuse. Ça a pris très longtemps. Parce qu'il y avait le spectre de ma famille, hein, essentiellement, et puis dans mon boulot au début, je le disais à personne. Il y avait dans mon entourage, il y avait même parmi mes amis, il n'y en avait pas beaucoup qui le savaient. Je l'ai dit progressivement à mes amis les plus proches. Ça m'a pris plusieurs années. Alors ce qui s'est passé, c'est que donc à ce moment-là, j'ai commencé une psychanalyse pour essayer de travailler d'avancer sur la question gay. Et en fait, j'avais une obsession, c'est d'avoir un petit copain. Donc j'ai fait beaucoup de rencontres. Hein. J'avais pas du tout confiance en moi. Et ça a duré assez longtemps. Donc j'ai eu... la première relation vraiment sérieuse que j'ai eue, c'est quand j'avais 29 ans. C'est une relation qui a duré 1 an et qui était avec un gars qui vivait loin de Nice. Et en fait, ça a été le prétexte pour moi. Cette relation, elle m'a servi à mettre au clair les questions d'homosexualité avec mes parents, avec ma famille. Donc c'est quand j'étais avec ce garçon-là que j'ai fait mon coming out familial. Donc c'était assez tard. Bien, tout le monde était au courant, hein, mais je l'avais jamais dit. Donc j'avais 29 ans. Bon, il faut dire que ma mère, elle m'a pas épargné. Hein. Elle a été vraiment très dure avec moi à cette époque-là.
parce que elle acceptait pas mon homosexualité. Comme je disais, je viens d'une famille bourgeoise. Dans la famille bourgeoise, on parle pas beaucoup. Et si j'ai un regret par rapport à cette époque-là, c'est de pas avoir, ça c'est quand même peut-être un regret majeur, c'est de pas y avoir été capable de les envoyer péter, quoi, de leur dire vous me faites chier, je suis comme je suis, arrêtez de m'emmerder, arrêtez de louvoyer, en fait, parce que la stratégie de ma mère, c'était de dire oui, c'est pas grave, ça va changer, t'es dans une phase comme ça, mais ça changera. Après, il m'a encore fallu du temps, j'ai eu d'autres, mais j'étais toujours à la recherche de la même chose, c'est-à-dire, en fait, je voulais trouver un copain. En fait, mon objectif, c'était de reconstruire un schéma de couple standard, mais homo. Donc, il y a eu encore plusieurs tentatives, des relations qui ont duré. J'ai eu quelques belles relations, mais rien qui a vraiment marché. Jusqu'à ce que je rencontre le copain avec qui j'ai vécu ma plus longue histoire, hein, donc avec qui je suis resté 15 ans, et que j'ai rencontré quand j'avais 35 ans, je crois, 36 peut-être. Je l'ai rencontré juste avant de partir de Nice. Et donc en fait, les 2 premières années de notre relation, on les a vécues à distance, ce qui m'a permis de ne pas en avoir peur. Et donc on s'est paxé presque tout de suite. Et puis au bout de 2 ans, je suis revenu à Nice et on a vécu ensemble. C'était lui qui portait notre relation, clairement. Hein. Parce que c'était lui qui avait cette force de créer, de faire avancer nos projets, c'est lui qui a voulu acheter une maison, c'est lui qui a voulu faire des travaux dans la maison, c'est lui qui disait il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça, etc., etc. Et ça me plaisait bien parce que justement je me sentais un peu porté par ça. Ça rejoint l'idée que j'étais, ce que je disais au début là, que dans la famille j'étais un peu le vilain petit canard. Et donc ça me permettait aussi de ne pas être le vilain petit canard. Ça m'a donné cette impression de normalité. Par exemple, on se retrouvait ensemble, on faisait des soirées en couple, quoi, avec mes collègues de boulot. Et donc c'était des couples hétéros, et puis moi, et puis notre couple homo, puis on avait aussi des copains homo. J'avais vraiment l'impression d'avoir une vie sociale ultra bourgeoise, ultra normale, etc. Et c'était vachement rassurant. Ça me posait bien, tu vois. J'ai beaucoup aimé ce côté-là. Disons, il y a une dizaine d'années, il y a 2 choses qui se sont passées simultanément. D'une part, j'ai rencontré un peu par hasard le mouvement des Radical Ferries en écoutant une émission de radio qui parlait d'un groupe de gens qui avaient acheté une maison dans les Vosges et qui vivaient dans cette maison d'une façon très proche de la nature. Et en fait, pour moi, dès que j'ai entendu parler de ce groupe-là, ça a été vraiment quelque chose qui m'a énormément attiré. Et je pense que d'une certaine manière, c'était quelque chose que j'avais recherché pendant toute ma vie, c'est-à-dire un lieu où je puisse expérimenter des choses qui soient vraiment en lien avec la nature, qui soient communautaires dans le sens de ce que j'avais vécu quand j'étais jeune dans mes expériences de scoutisme. Et parallèlement à ça, ce groupe était en plus un groupe queer, c'est-à-dire que dans lequel il y avait, je pouvais retrouver des gens qui partageaient des expériences ou des questionnements sur la sexualité et sur le mode de vie qui étaient proches des miens. Et c'est quelque chose qui est devenu progressivement assez important dans ma vie. Et puis il y a eu la deuxième chose, c'est que ma relation s'enlisait. Et donc on s'est séparés très progressivement parce qu'on voulait pas se faire de mal. Et d'ailleurs on est resté très amis. Et moi c'est quelqu'un qui compte énormément dans ma vie toujours. Et voilà, on a fait des petites étapes. D'abord je suis allé vivre ailleurs. Ensuite on a officiellement dit que c'était fini. Ensuite on a vendu la maison. Ensuite, j'ai quitté Nice. Et j'ai quitté le sud et je suis parti vivre à Paris. Donc ouais, j'avais 52 ans et donc je suis venu m'installer à Paris pour la 3e fois. Donc j'avais créé avec mes amis, mes nouveaux amis des Faits Radicales, j'avais créé un
un réseau de gens que je connais maintenant à Paris. Et puis j'avais aussi déjà vécu à Paris, donc c'est une ville où j'ai toujours beaucoup aimé être. Et une des choses importantes, c'est que la relation que j'avais vécue pendant 15 ans, elle m'a donné beaucoup confiance en moi sur ma capacité à bâtir des relations avec les autres. Et du coup, en fait, à partir de ce moment-là, c'était beaucoup plus facile de rencontrer des gens. Et surtout, j'ai compris une chose, hein, c'est que il faut pas trop guider les relations, il faut pas trop les faire aller dans la direction où on veut qu'elles aillent, mais il faut plutôt regarder dans quelle direction elles nous emmènent. Donc j'ai eu plusieurs relations de durée variable, mais quand même. À chaque fois, c'était différent, ça allait dans une direction inattendue. Jusqu'à récemment, là où j'ai rencontré quelqu'un avec qui maintenant je suis depuis 1 an et demi. Bizarrement, c'est une relation dans laquelle dont je me dis depuis 1 an et demi qu'elle n'a aucune chance de marcher. Et puis en fait, petit à petit, elle prend du corps, même si ça ressemble absolument pas à ce que ce que je cherchais a priori. C'est une personne qui vit pas en France, donc on se voit pas beaucoup. Mais malgré tout, on arrive à construire quelque chose qui est assez solide, à ma grande surprise. Alors bien sûr, c'est une relation qui peut pas être exclusive, c'est-à-dire qu'il y a des sortes d'aménagements dans la relation. En fait, je pense que ma grande relation de 15 ans, elle m'a permis de réconcilier la partie de moi qui est très très entre guillemets bourgeoise, hétéronormée, classique, etc. Avec la partie de moi qui est complètement différente de ça. Ce qui, quelque part, me permet d'envisager qu'une relation amoureuse n'est pas obligée de suivre les schémas traditionnels. Donc avec ce garçon, on a des règles qui sont dites dans notre relation. On a beaucoup de liberté, on s'oblige pas à la fidélité, par exemple. On s'interdit même pas de rencontrer quelqu'un d'autre. Mais bizarrement, le fait de donner ça fait qu'on a totalement confiance en l'autre. On se raconte quand il nous arrive des histoires à l'extérieur, ce qui forcément se produit, puisqu'on se voit que 3 ou 4 fois par an. J'attache pas tellement d'importance au fait d'avoir des relations sexuelles qui sortent du couple, hein, du moment que c'est quelque chose qui est consenti. Moi, ce qui est important dans la construction du couple, hein, c'est d'une certaine manière le contrat qui est dans le couple, et c'est le fait de pouvoir se faire totalement confiance. Vous venez d'écouter Ma vie des bourgeois, un épisode de la série podcast Ma vie des licornes. N'hésitez pas à vous abonner et à liker l'épisode si vous l'avez aimé. Nous sommes un podcast 100% indépendant et nous avons besoin de tous les soutiens que vous pouvez nous accorder. Alors n'hésitez pas à partager ces podcasts sur vos réseaux sociaux et à en parler autour de vous. Je m'appelle Lorenzo Ricciarelli et j'ai produit, réalisé et monté cet épisode. Daniele Segre a mixé et contribué à la musique. Un grand merci à Marc qui nous a généreusement raconté son histoire. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes principales des podcasts et nous découvrir encore plus sur les réseaux sociaux et sur notre site mavidelicorne.com. Merci de nous avoir écoutés.